C'est compliqué d'aller voir quelqu'un et de dire: «Ah bah maintenant, l'IA ça te permet de faire ça, débrouille-toi avec ça». En fait ça marche pas du tout. 95% des gens qui l'utilisent, au moins une fois par semaine, en fait il est venu tout seul. On n'a jamais dit aux gens, «C'est obligatoire». La structure que j'aurais mis en place il y a 2 ans aurait empêché l'innovation aujourd'hui. Si on utilise l'IA, c'est pour augmenter la productivité, c'est pas pour diminuer les coûts. On est dans une perspective de croissance. On recrute, beaucoup. Je pense qu'aussi ça rassure les gens. Si c'est top-down, ça marche pas, parce que t'as pas l'expérience métier, t'as pas la connaissance métier. Parce que c'est hyper important de donner un petit peu de moyens et faire confiance aux gens en mode nous on veut aller dans cette direction avec l'IA. Comment vous ferez? Salut Cyril, Salut, ça va? ça va très bien, merci d'être avec moi. C'est de m'accueillir. Donc on est dans RIA, la série dans laquelle on apprend des entreprises qui sont en avance sur leur transformation IA. Point de vue conduite du changement en interne. Et donc toi, tu as rejoint Penny Lane il y a 8 mois, en charge des nouvelles opportunités et notamment tout ce qui est en lien avec l'IA. Tu es responsable d'une partie de la mise en place de l'IA en interne. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Penny Lane, en quelques mots, donc c'est une plateforme de gestion financière qui réunit les experts comptables et les dirigeants sur un même outil. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Ok. Et donc, dans cet épisode, on va parler déjà d'un côté de comment vous avez structuré le déploiement de l'IA en interne chez Penny Lane, mais on va aussi s'intéresser un peu à justement votre rôle vis-à-vis des cabinets d'experts comptables, qui est une profession qui est bien bouleversée, enfin, comme plein d'autres, mais en tout cas, c'est votre sujet. Donc, on va voir un petit peu comment vous accompagnez cette transformation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de me partager une anecdote. Quel est ton wow moment avec l'IA? Ou peut-être plusieurs, parce que je sais que tu es bien à fond. Donc un peu ces moments où tu t'es dit « Waouh, c'est incroyable, il y a pas de retour en arrière ». C'est vrai qu'il y en a eu plusieurs. Je l'utilise quand même depuis pas mal d'années. Et je pense que ça a été progressif à chaque fois. J'ai été de plus en plus impressionné par ce que ça pouvait faire. La première fois, c'était il y a 3 ans, je pense, avec Cursor. J'avais créé une petite application dans mon temps libre pour voir ce que ça pouvait donner. Et j'avais trouvé ça assez impressionnant dans ce que ça pouvait faire, mais quand même avec énormément de limites. Mais quand même, premier effet waouh de, mine de rien, peut-être on oublie ça, mais ça peut générer du code qui tient la route tout seul, juste avec quelques prompts. C'était très limité sur la taille du code, ce que tu pouvais faire, le contexte, etc. Mais quand même, j'avais trouvé ça assez impressionnant. Et je l'avais pas plus utilisé que ça, et on l'avait même pas mis en place dans ma boîte à l'époque. Mais après, j'ai commencé à utiliser pas mal Notion AI, plus comme un productivité dans mon quotidien, sachant que je gérais plutôt des sujets admin, sales et marketing à l'époque, qui n'étaient pas les sujets honnêtement où j'étais le meilleur. Et en fait, j'avoue que d'avoir un agent qui avait les données que j'utilisais tous les jours, puisqu'on utilisait Notion, qui pouvait m'aider, m'accompagner sur ces sujets-là, ça je trouvais déjà que c'était game changer. Je trouvais ça assez incroyable, même si la techno à la fin elle était relativement simple, parce que c'était juste un contexte relativement petit. Mais quand même, je trouvais que là, la valeur ajoutée, je trouve que le gain en productivité, il était plus marginal, il était assez conséquent. Et après, je pense que le dernier moment waouh, et je pense que c'est un peu tout le monde, c'est les modèles de novembre, où je trouve que là, on a vraiment, vraiment passé un cap. Et dans mon temps perso, je fais pas mal de petites applications pour remplacer ma stack technique. Et là, j'avoue que maintenant, le potentiel, c'est plus. Ça peut faire une petite partie du code, mais il faut lui donner tout le contexte, il faut être assez intelligent sur comment on l'utilise. Là, j'ai fait l'exemple de. Je fais la même chose que j'avais fait avec Cursor, mais je lui dis, vas-y, c'est ce que je veux faire, débrouille-toi. Et en fait, ça a réussi à tout faire, quoi. Et là, je trouve que quand même, on a passé une étape depuis novembre avec des modèles qui sont de plus en plus compétents, quoi. Et dans les modèles et l'agentique aussi, ce qu'on peut faire en fait. Tout à fait. Mais Vraiment ça, game changer. après, c'est un peu la suite naturelle. C'est que Ouais. comme les modèles deviennent de plus en plus puissants, et c'est surtout à quel point le contexte qu'ils peuvent avoir est de plus en plus large, mais en fait, ça devient beaucoup plus simple de le connecter à plein d'autres sujets, plein d'autres bases de données, et lui-même est capable d'avoir tout ça dans son contexte et de rendre des choses plutôt intelligentes. Ouais. Ok, trop chouette, bonne entrée en matière. Si on se concentre maintenant sur Penny Lane, avant de revenir peut-être sur les premières étapes, aujourd'hui, Penny Lane, vous en êtes où sur l'IA? Quels sont un peu les KPI que vous suivez pour suivre l'adoption? Ça, honnêtement, c'est pas un sujet simple. Parce qu'en soi, l'IA, c'est juste une techno qu'on utilise. Et le meilleur des mondes, ce serait d'être capable de mesurer le gain de productivité ou le gain commercial dû à l'IA. Aujourd'hui, on a pris la décision de ne pas essayer de créer cette machine-là, parce qu'elle est trop complexe, et notamment parce que l'IA évolue tellement vite que potentiellement les indicateurs qu'on met en place aujourd'hui ne seront pas pertinents demain, parce que ça aura d'impact sur d'autres choses. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on mesure, et honnêtement, c'est pas parfait, mais ça permet quand même d'avoir quelques indicateurs, qui est l'utilisation de l'IA au quotidien. C'est-à-dire, est-ce que les gens l'utilisent 1 fois par jour, 3 fois par jour, etc. Et là, aujourd'hui, on est à 60% des gens qui l'utilisent plusieurs fois par jour, 20-30% une fois par jour, une fois par semaine, et il reste, je crois, 3% des gens qui ne l'utilisent pas.
C'est ce qu'on suit, encore une fois, c'est pas parfait, mais on a pris vraiment cette décision de pas se complexifier la vie à essayer de faire le KPI parfait et à juste mesurer ça pour l'instant. Ouais, je pense que c'est une bonne première métrique à suivre et t'es le dernier épisode que j'enregistre sur cette série et globalement, tu vois, tous ceux qui sont venus avant, ils me partageaient ça en fait. Quand t'es sur cette première grosse phase de déploiement, bah, c'est la métrique entre guillemets la plus facile avant ensuite d'aller tacler peut-être d'autres choses de productivité, de qualité, etc. Ah oui, bien sûr, le monde idéal, ce serait vraiment d'être capable de dire, hein, on a une équipe qui a créé un workflow qui permet de faire des résumés suite à des calls clients. Ok, bon, bah, ça fait gagner 10 minutes par jour par SDR, et donc du coup, machin, tata. Oui, euh, mais ça demande quand même, c'est un coût qui est vraiment non nul, et nous, on est encore, et je pense que c'est le cas de tout le monde, c'est sur l'IA, je me répète, mais évolue tellement vite que c'est compliqué de savoir comment on va l'utiliser demain. Nous, on a plus cette vision de genre, tout le monde l'utilise, on est en mode innovation, on voit ce qu'il en sort, et après, on verra comment on le mesure. Ouais. Ouais, et puis en fait, de mesurer le temps gagné, ça implique de savoir de base combien de temps une personne passe sur une tâche, sans parler d'IA. Alors ça c'est vrai, pour le coup sur ça, en tout cas notamment sur la partie sales, honnêtement on est je pense assez bon. Ah, ok. Donc on Bon, mesure c'est quand rare, même, donc c'est bien. on mesure pas mal de choses. On Ok. sait à peu près en moyenne combien de calls doivent être faits par jour Ouais. par tel type de profil, etc. Donc on a quand même déjà un petit peu ces ressources-là, ces indicateurs-là. Mais on a décidé de pas mettre l'IA comme objectif de l'augmenter. Ok. C'est pas la vision qu'on a aujourd'hui. Ok. Bah alors justement, c'est quoi la vision l'IA chez Penny Lane? Bonne question ça. Euh, la vision de l'IA chez Penny Lane, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que c'est une transformation profonde de notre manière de travailler qui est en train de se passer. Mais une des complexités, c'est que l'évolution technique, et je la répète pour la troisième fois, mais je pense que c'est quand même un des points les plus importants, c'est que ça va tellement vite qu'il est parfois compliqué de savoir comment ça va être dans un an. Donc du coup, nous, on a cette vision qui est, on veut s'assurer que chaque personne au sein de Penny Lane puisse utiliser l'IA dans son quotidien, mais on en reste à peu près à ça, quoi. On n'a pas une vision que demain, il faut avoir un workflow partout qui soit à base de l'IA, etc. On a plus une approche, je dirais, peut-être pragmatique, de se dire, il faut que tous les gens en interne puissent utiliser l'IA de manière pertinente, qu'ils soient formés, qu'ils aient accès aux bons outils, que les données soient assez bonnes pour pouvoir être utilisées par les modèles, pour qu'ils puissent gagner en productivité. Mais on est vraiment dans ce gain de productivité en s'assurant que tout le monde a accès à ces outils et d'accompagner les gens. Et ça, je pense que c'est extrêmement important chez nous, chez Penny Lane. On a vraiment cette vocation à vouloir accompagner les gens parce qu'il y a un peu de peur, il y a un peu de la réfraction. C'est quand même, encore une fois, c'est un changement profond. Dès qu'il y a un changement, de toute façon, évidemment, il y a un petit peu de réticence. C'est normal, c'est humain. Nous, on a vraiment une approche où on veut accompagner tout le monde parce qu'on sait que l'impact, il est là aujourd'hui et qu'il sera encore plus fort demain. Ok. Et ça a été quoi, du coup, les grandes étapes? Alors, t'es là que depuis 8 mois, mais j'imagine que t'as suivi quand même rétrospectivement un peu ce qui s'est passé. Ça a commencé comment et petit à petit les briques qui ont été mises? Alors, je vais juste me permettre de parler un petit peu comment déjà on a structuré ça. Ouais. Parce qu'en fait, en fonction de chaque élément de la structure, la réponse est un peu différente. Euh, c'est un changement partout. Donc du coup, nous, on s'est dit, mais en fait, comme c'est un changement partout, il faut d'abord qu'on le décompose en blocs logiques et qu'on voit ce qu'on fait dans chacun des blocs logiques. Et en gros, le premier structuration qu'on a, qui est très haut niveau, qui est l'IA en externe, donc l'IA qu'on retrouve dans le produit ou pour les experts comptables, et l'IA en interne. Dans chacun, il y a deux streams. Dans l'IA en externe, il y a l'IA directement dans le produit et l'IA autour du produit, où il y a en réalité des similarités avec l'IA en interne, parce que l'IA autour du produit, c'est plutôt comment on accompagne les experts comptables dans cette transformation-là. Et ensuite, sur l'IA interne, on a deux streams. Un qui est Product Tech Design, Data, même si c'est pas exclusif les deux. Ici, c'est vraiment comment on améliore notre déploiement, notre qualité de production, notre vélocité de production. Donc c'est quand même assez spécifique et c'est orienté construire le produit. Et après, il y a l'IA en interne, on va dire global, productivité, qui est plutôt comment on dote tout le monde au sein des équipes d'outils IA qui leur permettent de gagner en performance, en productivité et comment on les accompagne. Donc déjà, nous, on a un peu structuré et il y a une stratégie pour chacun de ces blocs-là. Si aujourd'hui on se concentre, je pense que c'est quand même le point le plus important de ce podcast, qui est vraiment la partie productivité globale des collaborateurs au sein de Penny Lane. Donc oui, j'étais pas là quand on a commencé, ça fait longtemps qu'on travaille sur ces sujets-là. Mais je pense qu'il y a à la fin deux types d'approches. Il y a une approche qui peut être très top-down, et je le dis pas de manière péjorative. Il y a des organisations, c'est comme ça que ça fonctionne, et bon, très bien pour ces organisations, où en gros, ça va être plus le leadership qui décide que maintenant l'IA est une priorité, et qui va un peu forcer l'utilisation de l'IA en mettant par exemple dans la revue de performance l'utilisation de l'IA, ce genre de choses. Puis il y a une autre approche, et évidemment c'est un continuum entre les deux, qui est un peu plus bottom-up,
qui est on donne les moyens aux gens d'utiliser ces outils-là, on les forme et on voit organiquement qu'est-ce qui se passe et ensuite on passe sur le tamis de l'industrialisation et on garde le mieux, quoi. Nous, Penny Lane, on a toujours eu un fonctionnement très très distribué. On a 7 fondateurs, les équipes elles sont très très autonomes. Nous, évidemment, on a pris une approche qui était plutôt vraiment bottom-up. On a donné accès à des outils et on voit ce qu'il en sort et on accompagne les gens. Et il y a 2 ans, je pense, on a commencé à déployer Dust et à le connecter à une grande partie de nos moyens de travail, genre Notion, Salesforce, etc. Et on a commencé à accompagner et former les gens. Donc ça, c'était comme ça qu'on a commencé. Et en fait, au fur et à mesure, on a structuré, c'est-à-dire qu'on a vu ce qui a été fait dans Dust, on a identifié des personnes qui étaient un peu des champions de ces sujets-là, on leur a dit, ah bah attends, c'est cool ce que tu as fait, est-ce qu'on peut pas l'industrialiser? Ensuite, on a fait en sorte qu'ils ont parlé, qu'ils partagent leur cas. Ensuite, on a accompagné les gens en montrant ça, en les formant. Du coup, ça a été vraiment, on a mis Dust dans les mains de tout le monde. On s'est dit, utilisez-les, on vous accompagne, on montre ce qui a été fait sur Dust. Et en fait, au fur et à mesure, on déploie de nouveaux outils et on garde cette approche-là. Ensuite, on s'appuie beaucoup sur Notion AI aussi, avec les agents. Et là, récemment, on a aussi ouvert Lovable et Claude Code et Cursor à l'ensemble des ressources. Et on a un peu cette approche, on vous forme, on vous montre ce que vous pouvez faire, on regarde qui l'utilise comment, et ensuite on le montre ce qui a été fait pour que ça, les gens réalisent au fur et à mesure ce qui est faisable par l'IA et qu'ils se l'approprient par eux-mêmes, en fait. Hyper intéressant. Et donc, quand tu dis on forme, Mhm. concrètement, ça ressemble à quoi? Interromps votre épisode un court instant pour vous parler de notre partenaire Dust. Pour maximiser l'adoption de l'IA dans votre entreprise, vous avez besoin de 3 critères essentiels. Un cadre sécurisé qui permet la gouvernance des données et le suivi de l'adoption. Un outil facile à prendre en main pour tous les profils, même les moins tech. Une plateforme collaborative où chaque initiative individuelle devient un actif pour toute l'équipe. Cette plateforme, c'est Dust. Elle vous permet de créer des agents en quelques minutes, sans coder, sur les meilleurs IA du marché, connectés à tous vos outils. Plus de 5000 entreprises leur font confiance, dont Alan, Doctolib, Penny Lane, Payfit, Malt. On les remercie pour leur soutien sur cette série. Allez, retour à votre épisode. Il y a pas mal de choses. Déjà, c'est pendant l'onboarding. C'est hyper important. Quand quelqu'un arrive, il vient pas forcément d'une entreprise où l'IA était prépondérante. Du coup, ça fait partie de l'onboarding. On va montrer, on va former. Mais la formation, nous, on l'a fait beaucoup par l'exemple. Alors évidemment, il y a des sessions un peu terre-à-terre, classiques de formation. Comment on crée un agent, c'est quoi les limites, c'est quoi les points positifs de Notion AI versus Dust, etc. Mais c'est beaucoup par l'exemple, où en gros, on va prendre des cas qui nous semblent pertinents, et on va demander à ces personnes d'en faire une présentation et de partager à la fois qu'est-ce que ça permet de faire, mais aussi comment ça a été fait. Et on a vraiment cette formation par l'exemple parce que comme c'est une nouvelle manière de travailler, l'IA, c'est compliqué d'aller voir quelqu'un et de dire ah bah maintenant l'IA ça te permet de faire ça, débrouille-toi avec ça. En fait ça marche pas du tout. Il y a des gens ça marche, il y a des gens qui sont un peu tech savvy, qui sont doueurs, souvent des profils un peu tech. Eux, on leur donne un nouveau moyen de fonctionner. Directement, ils vont penser à tout ce qu'ils peuvent automatiser, etc. C'est pas la majorité des gens. La majorité des gens, c'est plutôt, bah, ils ont déjà leur process. Si demain on leur donne un outil d'IA, ils sont en mode, ok, d'accord, mais moi j'ai déjà mon process, je sais pas ce que ça va me permettre de faire, je comprends pas trop ce que ça fait, je comprends pas trop c'est quoi du déterminisme, du probabilistique. C'est compliqué de s'approprier ça juste en disant voici ce que ça fait. Mais si demain on arrive, et j'ai plein d'exemples en tête, où en fait on a par exemple sur un sujet de la migration, qui est un sujet très complexe chez nous, on a des gens qui sont dédiés à la migration chez les cabinets, ils ont plein de questions, et avant ils devaient poser des questions à des experts. Bon, ça prenait du temps, c'était un peu complexe. Aujourd'hui, il y a quelqu'un dans l'équipe Partner Success, donc qui gère le sujet de migration, ils ont créé un agent qui, juste quand quelqu'un pose une question sur Slack, en fait, l'agent, il va prendre la source de données et la FAQ qu'il y a sur Notion et il va répondre directement. Et ensuite, bon, il y a un process on va automatiser l'enrichissement de la donnée. Bon, il y a plein de trucs qui se passent autour. Mais en fait, juste montrer que ça, c'est possible d'avoir un agent connecté à une base de données sur Notion qui répond sur Slack, c'est hyper concret. Et les gens se disent, ah, mais en fait, on peut le mettre en place pour les formateurs, on peut le mettre en place pour ci, pour ça. Et c'est vraiment cette formation par l'exemple, des cas concrets et montrer que c'est hyper simple à faire. Parce que je pense que plein de gens, ils ont peur de se dire, ah, mais c'est hyper complexe à faire. En fait, on va leur montrer que en fait, ça prend 10 minutes à construire. Et c'est comme ça qu'on met la formation vraiment sur des cas concrets, à la fois que ce soit sur Lovable, sur Cursor, c'est un peu différent, mais sur Lovable, sur Notion AI, sur Dust, pour que les gens s'approprient et identifient par eux-mêmes ce qu'il est capable de faire. Très clair. Et tu as parlé rapidement des champions. C'est qui ces champions? Comment vous les avez repérés? Est-ce que c'est forcément des profils tech? Non, alors c'est pas du tout forcément des profils tech. Comment on les identifie? En fait, la plupart du pricing de tous les acteurs de l'IA, c'est par les crédits. Donc c'est assez facile d'identifier qui utilise beaucoup l'IA. Et la démarche, c'est un peu de regarder. Alors au début, c'était pas comme ça, hein. Il y a 2 ans, c'est plutôt
Il y avait une personne en interne en réalité qui était un vrai champion, euh, qui connaissait tout depuis très longtemps. Lui, ça faisait des années qu'il poussait pour qu'on commence à l'utiliser, qui était vraiment, je pense, en avance. Lui, ça a été un peu le premier champion et il a créé plein de choses sur Dust qui sont encore utilisées aujourd'hui. Et donc, c'est lui qui a créé un petit peu cette dynamique. Mais aujourd'hui, comment on fait? Alors déjà, on a un groupe de référents un petit peu IA qui ont pour responsabilité au sein de leur équipe de trouver des champions ou des use cases intéressants. C'est comme ça qu'on les identifie et c'est aussi en regardant l'usage. Quand on a ouvert Lovable, donc c'était il y a un mois et demi, je pense. Bah, en fait, il y a des gens, ils sont déjà, ils ont fait tout leur crédit d'un mois en 2 semaines. Bon, bah en fait, c'est un champion. Et donc, en fait, on va le Mm. voir, on lui dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? En fait, il faisait du prototypage, parce que c'était quelqu'un dans l'équipe design, il faisait du prototypage, et donc il a montré à l'équipe design ce qui se faisait. Et c'est comme ça qu'on identifie un petit peu les champions, c'est les gens qui l'utilisent énormément, quoi. Ok. Vous êtes combien de collaborateurs au total? Ça monte vite, plus de 1000, Ok. plus le chiffre en tête, entre Bon. 1000 et 1100, quoi. Ouais, C'est l'ordre ok. de grandeur, quoi. À peu près 1000. Du coup, il y a combien de collaborateurs pour un champion? Enfin, je sais pas si tu as un ordre de grandeur à peu près. Combien de champions vous avez aujourd'hui? Ouf, ça, alors des référents IA, on a un groupe à peu près d'une quinzaine de personnes. Ok. Je sais pas, les champions, pas plus de 30. Ok. Et quelle est la différence entre un référent IA et un champion? Référents IA, c'est un peu plus, ils ont, c'est pas dans leur vue de performance, mais ils ont un peu plus cette responsabilité de faire en sorte que l'IA avance au sein de Penny Lane. Les champions, c'est juste des gens qui l'utilisent beaucoup, et en fait, on leur dit, ah ben c'est trop cool ce que tu fais, vas-y, montre-le Ouais. à l'ensemble de l'organisation. Donc c'est quand même pas du tout la même attente, on va dire. Et on a des référents IA qui sont pas forcément des champions. Mm. C'est des gens qui, au sein de leur équipe, il faut que l'IA soit plus utilisée, ils le savent. Ils ont une partie de responsabilité dans cette équipe-là. Et ben en fait, on leur dit, ah bah, ce serait bien que tu travailles avec l'ensemble de l'équipe pour identifier des cas, que tu les mettes en avant, que tu permettes de les construire, etc. Alors que les champions, c'est vraiment juste des gens qui l'utilisent beaucoup, quoi. Ok. Par exemple, moi, je pense, un champion sur Notion AI, parce que c'est quelque chose que j'ai vachement utilisé. Bah, du coup, on m'a demandé, je me suis auto-demandé, mais en fait, j'ai vachement montré comment j'utilisais, moi, dans mon quotidien, Notion AI. Étant un champion de cet outil-là, bah, ça permet de débloquer pour certaines personnes une compréhension de ce que ça peut faire. Il y a des gens qui vont être champions sur Lovable, sur Cursor, etc. Donc, c'est vraiment plus... voilà, je me répète un peu, mais ils l'utilisent beaucoup, ils ont des cas qui sont intéressants, ce serait top que vous le partagiez, ça permet à tout le monde de monter en compétences. Ok. Et du coup, en effet, c'est beaucoup partagé. Est-ce que vous avez des rituels une fois par semaine, par mois, par trimestre, je sais pas, pour faire un peu une grande messe de justement, tiens, ces champions vont venir présenter à toute l'entreprise ou c'est par équipe? Aujourd'hui, on est en train de changer sur ça, mais on a donc des AI Talks, mais qui sont un peu ouverts à qui veut. C'est pas obligatoire. Moi, je pousse pour que ça fasse partie des Hollands et qu'on ait en Hollands tous les mois. On ait 15 minutes sur qu'est-ce que le cas intéressant du mois. Euh, Aujourd'hui, c'est pas le cas. Je pense que ce sera le cas. Et aujourd'hui, du coup, ça reste limité à ces AI Talks qui sont ouverts à qui veut. Mais après, en fait, on va beaucoup demander aux champions d'organiser des sessions spécifiques pour un groupe de gens. Par exemple, on va avoir quelqu'un de l'équipe design. Non, je vais prendre quelqu'un de l'équipe Stratenops, qui sont donc une équipe un petit peu distribuée, mais qui vont travailler sur des sujets un peu centraux. Il avait créé un agent sur Notion pour pouvoir faire des slides en HTML avec le design system de Penny Lane. En fait, on a identifié ça, on lui a dit, ah mais attends, c'est trop bien ce que tu fais, va parler à tous les Stratenops, qui sont des gens qui, c'est plus eux avec les sales qui vont faire des slides, il dit, bah attends, c'est trop bien ce que tu fais, montre-le à ce groupe de gens-là. Donc c'est pas un rituel compagnie avec une récurrence définie, c'est plutôt on identifie quelque chose, on va mettre en place une présentation de ça au groupe de gens où c'est le plus pertinent. Mais évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Ok, hyper intéressant. Et est-ce que, donc tu as dit, vous formez tout le monde sur les différents outils. Pour la partie création d'agents, par exemple, est-ce que tout le monde a la possibilité de créer des agents sur Notion, sur Dust? Est-ce que c'est attendu de tout le monde? Comment c'est structuré là-dessus? Alors tout le monde peut en créer. Ouais. C'est pas attendu aujourd'hui, même si honnêtement de plus en plus. Et je pense que on se dirige, ça va faire partie de l'onboarding, par exemple, des prochains onboarding. On va pousser les gens à se créer un agent, pas super agent encore, mais un agent spécifique, que ce soit sur Notion AI ou sur Dust, pour son quotidien, quoi. Donc lui créer un agent très simple qui a accès à sa partie dans Notion,
qui a accès à son contexte, qui il est, comment il aime travailler. Donc on pousse ça. Donc ça, je pense que demain, ce sera un peu attendu. Mais aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'attente sur il faut créer des agents. Même il n'y a pas d'attente sur il faut les utiliser. On pousse. En fait, ça se passe tout seul. Hein. Le 95% des gens qui l'utilisent au moins une fois par semaine, en fait, il est venu tout seul. On n'a jamais dit aux gens c'est obligatoire. C'est juste, les gens réalisent que ça permet d'être beaucoup plus productif. Et parfois, c'est des trucs très basiques. La traduction, la préparation d'un email, ça reste des cas qui sont relativement simples. Mais déjà, ça a de la valeur. Mais ce qu'on voit, en tout cas, sur la création d'agents, un peu avancé, c'est pour le coup, ça reste soit les champions. Après, on a aussi, nous, une équipe centrale qui s'appelle Growth and Automation, qui a aussi la responsabilité, qui sont un peu nos experts Dust. Eux, ils ont un peu vocation à être les créateurs d'agents avancés pour l'ensemble de l'organisation. Mais donc, pour répondre, parce que je suis allé un peu dans une autre direction, pas d'attente de création d'agents. En tout cas, aujourd'hui, je pense que demain, un petit peu plus. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a peu de gens qui créent des agents, en réalité. Il y a beaucoup de gens qui consomment des agents. Mais il y a peu de gens... Enfin, je dis ça aujourd'hui sur Notion AI, je crois qu'il y a quand même 30% des gens qui ont au moins créé un agent. Ah oui, Donc, c'est quand même oui, beaucoup. Hein. je suis peut-être un peu critique. C'est déjà beaucoup. Il y a 30%. Après, je pense que la majorité, ça reste des agents ultra, ultra simples, qui est juste un prompt enregistré. Mais néanmoins, on est quand même à 30% de gens qui ont au moins créé un agent. Je pense que demain, on va pousser les gens à créer des agents de plus en plus complexes, mais en leur montrant ce que ça permet de faire. Ouais. Tu sais combien vous avez d'agents un peu sur Notion AI et sur Dust? Non. En fait, je pense que la réalité, en plus, cette réponse n'aura pas beaucoup de valeur, parce que je pense que la majorité des agents aujourd'hui sont des agents qui sont tellement simples, qui sont, par exemple, pour la traduction. Ouais, et je comprends, hein, quelqu'un, au lieu de se dire à chaque fois, traduis-moi ça en anglais, ils ont créé un petit agent, t'es pour de la traduction en anglais, je te parle et tu me traduis en anglais. Je pense qu'il y en a beaucoup des agents comme ça. Donc je pense que le chiffre, il n'est pas très pertinent. Mais on a quand même pour le coup sur Dust notamment, c'est là où on a nos agents les plus avancés parce que les capacités de Dust sont supérieures à celles des agents Notion. On a, je pense, au moins une trentaine d'agents, mais que je considérais vraiment, vraiment avancés, qui apportent de la valeur à tout le monde, quoi. Ça peut être un agent pour écrire une query SQL connectée directement à notre data model. Ça peut être quelque chose connecté à notre Help Center, mais à beaucoup d'autres sources de données. Et en fait, l'équipe support, quand elle a le client qui pose une question, ils vont sur Slack, ils posent la question, et en fait, cet agent va répondre. Et donc, je pense qu'on a une trentaine de vraiment de ce que j'appellerais super agents vraiment très avancés. Et après, franchement, on en a des centaines et des centaines. Mais du coup, ces super agents, c'est ça qui est intéressant. C'est des agents qui ont été quelque part revus, certifiés comme des agents un peu officiels et qui sont accessibles dans Slack. Ça, c'est intéressant aussi, parce que du coup, c'est dans le quotidien des outils de tous les collaborateurs. Ouais, et la majorité d'ailleurs des super agents sont accessibles directement dans Slack. Il y a une partie d'automatisation par Slack. On utilise aussi beaucoup N8N. Donc il y a beaucoup de tuyauterie qui est fait entre Dust, Slack par N8N, parce qu'ensuite ça permet de faire une partie de déterminisme dans son flow et de mettre à jour des choses dans Salesforce. Mais ça, c'est vraiment pour le coup, ils ne sont pas non plus certifiés, c'est juste qu'il y a beaucoup d'utilisation de ces agents-là. L'ownership est principalement dans cette équipe Growth and Automation, qui sont vraiment les experts N8N et les experts Dust. Et il y a une volonté de plus en plus à qu'il y ait ce process de, je dirais pas de certification, mais que eux soient en mesure d'identifier, notamment avec les référents IA d'ailleurs, d'identifier des cas avancés où il est pertinent d'avoir un workflow un peu compliqué qui utilise de l'IA, et ça va être un peu chez eux qui vont avoir mission de servir les autres équipes. Donc du coup, il y a un peu, je sais pas si c'est certifié, mais en tout cas, ça vient de cette équipe centrale, même si on veut pas qu'il y ait que l'équipe centrale qui le fasse. C'est juste que, évidemment, notamment quand on touche à N8N, qui est quand même plus compliqué qu'utiliser que Dust ou que Notion AI, on veut pas empêcher les autres personnes de le faire. On réalise bien que il y a un niveau d'expertise à avoir qui est compliqué d'avoir partout, quoi. Donc cette équipe centrale, elle a un rôle assez important quand même. Mais ce qui est intéressant dans ce que j'entends, c'est ce que tu disais, un bottom-up. En fait, c'est les personnes métiers qui vont identifier leur cas d'usage, qui vont commencer à faire des agents sur Dust, et quand ensuite l'équipe, les référents IA ou l'équipe Growth and Automation se rend compte que là, il y a un agent qui commence à faire un truc sympa, on va le pousser, et donc il y a une co-construction avec le métier et la technique. Tout à fait, mais ça va vraiment... Il n'y a pas que ce process-là. Et je vais prendre un autre exemple que l'équipe centrale Growth and Automation il y a une approche très bottom-up et ensuite on essaye d'industrialiser.
Et une autre approche qui est parfois les équipes, elles ont du mal à comprendre et on va les accompagner pour même identifier ce qui est pertinent. Mmh. En 2 exemples. Sur la partie, vraiment bottom-up, quand on a ouvert Lovable, Claude Code, Cursor, Notion AI, en fait, on a réalisé que tout le monde faisait des slides à la fin, HTML, avec chacun avait créé, moi je me suis créé mon skill, design system, je me suis créé tout ça. Très bien, ça a permis de vraiment on a vu que les slides d'un coup mais respectaient pas vraiment le design system. Le brand manager, l'équipe design ops, réalisaient bien que c'était top, parce qu'en vrai, c'était mieux que ce qu'il y avait avant, mais il y avait un besoin de structure. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un état des lieux de tout ce qui se faisait, et l'équipe design ops a dit: «OK, mais en fait, ce dont on a besoin, c'est ça, parce que un, c'est maintenable par eux, c'est scalable et même si ça a des limites». Donc il y a eu ce process très, très bottom up. On a vu qu'il y avait plein de choses, on s'est dit: «Ah non, mais il faut le structurer pour un peu industrialiser ça et avoir un peu de contrôle parce que sinon on va se retrouver avec 40 skills au design system, pas très maintenable et c'est pas idéal quoi». Mais après parfois, et notamment sur des équipes qui vont être moins tech savvy, euh, il y a un vrai besoin de les accompagner en mode en gros l'IA ça te permet de faire ça et on va le construire avec toi. Et on passe du temps avec eux et notamment on utilise vachement donc les Stratenops qui sont des équipes qui sont pas du tout centrales. Les Stratenops, c'est une équipe qui est distribuée, c'est-à-dire qu'ils sont dans chaque équipe. Il y a des Stratenops dans l'équipe Partner Success, donc c'est l'équipe qui Customer Success mes côtés expert comptable. Il y a des Stratenops dans l'équipe Customer Success. Eux, ils ont une bonne compréhension métier de ce que font les gens au quotidien. Et bah avec eux, on va travailler pour se dire ah mais en fait les SDR, ils passent tant de temps à faire ça. Si demain on met un process, un workflow avec de l'IA dedans, ils pourraient gagner X minutes. Donc là c'est moins bottom-up, c'est plutôt l'équipe centrale qui allait les voir en mode je pense qu'on peut vous faire gagner du temps. Et ils co-construisent les choses et après ils le déploient. Donc en fait on a un peu les deux approches. Mmh. Euh, et donc c'est pas vraiment non plus une approche top-down, hein, c'est vraiment plutôt une approche centrale qui va travailler avec tout le monde pour les accompagner, mais parce que en fait c'est compliqué et surtout que c'est pas que l'IA, c'est aussi N8N quoi. C'est vraiment comment dans un workflow et on a plein de choses. Genre, les SDR ils font un call, on utilise Mojo pour le transcript. Le transcript il est récupéré automatiquement par N8N, il est reformaté, il est envoyé dans de l'IA pour récupérer les informations importantes et faire un email de suivi qui est rajouté dans Salesforce, qui est envoyé par Slack pour que le SDR à la fin il ait juste dire envoyer email ou pas quoi. Euh, Ça aujourd'hui il y a peu de gens qui savent que c'est possible en fait. Donc s'il n'y a pas cette équipe centrale qui arrive un petit peu en mode mais tout ça c'est faisable, ça va avoir du mal à atterrir et arriver. Mais parfois ça arrive quand même. Donc, il y a un peu les deux approches en simultané. Et pour le coup, il n'y a pas un peu de contrôle et de structure sur Growth and Automation qui travaille avec les gens, mais on a vraiment ce modèle un peu distribué, créer des choses. Et il y a des gens qui sont là en mode, ok, à un moment là c'est trop le bordel, va falloir qu'on structure et qu'on industrialise ça, mais allez-y, prenez, testez, faites plein de trucs. Et il y a plein de trucs qui y arrivent, c'est trop bien. Mmh. Ouais, c'est vraiment ce qu'on voit. Plus tu donnes les moyens aux gens de faire des choses, plus en fait il y a des découvertes par eux-mêmes, mais ensuite ça crée du bruit. Et parfois il y a certaines boîtes avec qui je discute, ils disent non mais en fait moi je veux tout de suite structurer parce que peur pour les données, enfin pour plein de choses. Ça bride un petit peu finalement la créativité et le déploiement. Qu'est-ce que tu penses de cette approche-là? Alors déjà, nous, il y a plein de choses qui sont bridées aussi, mais pour des bonnes raisons. On est ISO 27001, on travaille avec les données des experts comptables. Il y a plein de choses qui sont bridées honnêtement. Et tu vois, Lovable, ça a mis vachement de temps, ça fait des mois qu'on pousse, mais c'est normal. On a des standards de sécurité qui sont tellement exigeants que l'équipe IT Security fait son rôle et met plein de protections. Et tu vois, avoir Salesforce dans Dust, c'est un combat quoi. C'est pas aussi simple. Donc il y a l'innovation est forcément bridée. Et je pense qu'aujourd'hui, sauf si on est une boîte de 3 personnes ou on s'en fout, on fait n'importe quoi, le RGPD, c'est pas le sujet. Évidemment, dans une équipe, dans une structure de 1000 personnes, ISO 27001 qui travaillent quand même sur des données parfois un peu sensibles, forcément c'est bridé. Et on est obligé, je veux dire, y a pas de, c'est soit ça, soit on fait quelque chose de pas bien quoi. Mais néanmoins, je pense que on peut quand même trouver de l'innovation. Et moi, je dois avouer que pendant un certain temps, je pensais qu'il fallait beaucoup plus de structure ce qu'on a aujourd'hui. Mais je trouve que la problématique, et ça c'est quelque chose que je vais dire du coup pour la 4e fois, c'est que ça va tellement vite qu'en fait la structure qu'on met en place aujourd'hui, en fait potentiellement elle sera pas pertinente dans un an. Parce que si on me dit il y a 2 ans, mets en place une structure IA, eh ben, honnêtement ça aurait été très localisé, ça aurait été très... c'est juste sur une tâche donnée, c'est pas genre un super agent qui a accès à toutes tes données. Donc en fait la structure que j'aurais mis en place il y a 2 ans aurait empêché l'innovation aujourd'hui. Donc je trouve qu'arriver avec une approche très top-down de il faut l'utiliser comme ça, il faut que ce soit comme ça, il faut que machin, etc. C'est compliqué parce que potentiellement dans 2 ans ce sera encore plus puissant, ce sera encore plus simple. Donc je trouve que l'approche très structure, il faut de la structure, il faut un cadre, mais je trouve qu'il faut quand même aujourd'hui laisser pas mal de liberté.
Euh, Parce que c'est... Et peut-être que quelqu'un est omniscient, et hyper intelligent, et il est capable de savoir comment ce sera dans 2 ans. Euh, je trouve ça un peu dangereux. Je trouve que c'est Mm. tellement un changement profond de la manière de travailler que c'est compliqué de savoir où est-ce que ça va aller, quoi. Mm. Et donc, comment vous assurez quand même la sécurité, tu vois, enfin, juste sans rentrer dans des détails ultra techniques, tu vois, mais c'est intéressant ce que tu dis, vous êtes ISO 27001, donc ça implique plein de choses. Moi, je vois plein de boîtes qui ont peur d'y aller, du coup, n'y vont pas, et en fait, c'est pire parce que les employés, eux, ils vont avec du Ah chat oui, mais GPT gratuit, ça, je le vois dans beaucoup de cabinets d'experts comptables. voilà. C'est où quand on bride tellement, les gens ils vont quand même. Alors ils font quand même attention, je pense, les experts comptables, parce qu'ils connaissent un petit peu ces sujets-là. Mais je vois très bien des gens qui du coup font du chat GPT perso et qui vont anonymiser un petit peu avant de parler à chat GPT. Euh, je pense que nous, donc, on a une équipe IT Security qui, c'est l'équipe avec l'équipe légale d'ailleurs, qui dit oui ou non et qui s'assure que ce soit sécurisé. Euh, et du coup, quand on a un outil, la réalité c'est que c'est passé par tellement de contrôles qu'on sait que c'est safe. Et c'est cette équipe-là, on a des process de procurement évidemment assez longs, assez détaillés, où on travaille beaucoup. Après, l'avantage c'est que nous, Penny Lane, on est quand même une grosse boîte. Du coup, si demain on veut déployer Lovable, on peut aller parler à Lovable en disant nous on a besoin de ça. C'est une discussion qui est possible. On est possible d'aller les voir en disant mais d'un point de vue sécurité, nous c'est pas possible. Comment on peut faire? On peut vraiment travailler avec eux. Donc je pense que pour nous c'est un petit peu plus simple. Mais pour le coup, c'est vraiment aujourd'hui par exemple, on n'a pas accès à Cloud Cowork parce qu'on estime que d'un point de vue IT security, c'est pas possible. Donc l'innovation est forcément vraie. Il y a des choses qui sont un peu frustrantes qu'on peut pas faire, mais à la fin, c'est IT Security Legal qui ont le dernier mot sur un outil ou pas, et après qui doit s'assurer que c'est conforme à nos règles ISO 27001, etc. Voilà. Et après, à chaque fois, il y a des process. Si on veut quelque chose en plus, il y a des process en place. Bon, on est encore une grosse boîte, on a des SPD, donc Security Procurement Document, je crois. Le nom. Security Process. Bon, je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais en fait, si demain on veut, par exemple, on veut déployer quelque chose sur Lovable, parce que Lovable, c'est l'utilisation est ouverte, c'est juste que le déploiement, notamment si on rend l'URL accessible à l'externe, bah là pour le coup, il faut faire une demande officielle de j'ai fait ça, voici les données qui sont contenues là-dedans, c'est pas des données de clients, c'est pas des données personnelles. Et ensuite, il y a une équipe qui est dédiée à s'assurer qu'on peut le déployer. Et ça, c'est pour tous nos process, mais pour toute la partie produit, hein, dès qu'on fait quelque chose. Donc nous, on a cette équipe centrale qui s'assure que on puisse quand même avoir accès à des outils, mais qui s'assure que ce soit conforme et que ce soit sécurisé. Hyper intéressant. Donc il y a la première partie qui est valider un outil. Mhm. Ça, c'est relativement simple. Évidemment, il y a tout le process, mais je veux dire, à comprendre dans la tête de personnes qui nous écoutent, je trouve que c'est assez simple. Mais ensuite, il y a, OK, une fois que tu vois un outil comme Dust, on a validé, c'est bon, on y va. Ensuite, il y a qu'est-ce qu'on connecte à Dust? Ah, mais ça fait Qu'est-ce que les agents peuvent faire? Qui a accès à quoi? Alors, ça, c'est aussi... Ouais. En fait, la connexion des données, pareil, c'est l'équipe sécurité. C'est elle qui décide si on peut le faire ou pas. Mais c'est le business, notamment cette équipe centrale, qui va dire. Et c'est toujours, après, c'est aussi des surfaces d'attaque. Voilà. Plus il y a de connexions, plus il y a un risque de cybersécurité, tout ça, tout ça. Donc, indépendamment de l'IA, il y a toujours l'équipe IT Security qui doit s'assurer que la surface est le plus minime, la surface de risque est le plus minime. Et du coup, si demain on va avoir plus d'accès dans Dust, bah, en gros, on doit aller voir l'équipe IT Security, potentiellement aussi légale, en disant, pour raison X, Y, Z, on a besoin d'avoir ces données-là. Et après, il y a une discussion, parfois c'est un oui tout de suite, parfois il y a des discussions. Alors Salesforce, est-ce que vraiment un besoin en écriture c'est nécessaire? Est-ce qu'au début, parce qu'on a vachement peur de... Voilà, un agent qui a un accès en écriture sur Salesforce, c'est dangereux, quoi. Très dangereux. Et du coup, c'est une discussion avec une équipe qui est vraiment garante de c'est OK ou c'est pas OK, d'un point de vue sécurité. Et c'est eux qui ont le dernier mot. Bon, après, parfois, on le pousse quand même beaucoup et on est un peu pénible pour que ça passe. Mais on a voilà, cette équipe centrale qui a la responsabilité de s'assurer que c'est OK. Mais après, quand c'est OK, pour le coup, l'utilisation est libre. Il n'y a pas de on va former les gens, on va les aider, etc. Mais comme, mine de rien, on donne un petit peu le minimum. Par exemple, Salesforce, il n'y a pas de droit d'écriture. Bon, bah en fait, Dust, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais du coup, pour résumer, c'est une équipe dédiée sur ça qui a la main et on travaille avec elle pour s'assurer d'avoir ce qui est nécessaire, même si parfois il y a des non parce que c'est pas faisable. Et je reprends l'exemple de Cloud Cowork où en fait Cloud Cowork on va l'ouvrir à quelques personnes, mais en mode vraiment c'est de l'innovation pour qu'ils puissent tester avec une formation spécifique et pas de données personnelles de clients qui soient utilisées, etc. Parce qu'il y a des outils qu'on estime aujourd'hui non conformes à nos critères de sécurité. On va leur permettre de les utiliser, mais ça va être 5 personnes grand max. Sinon, voilà, c'est l'IT Security qui met les guidelines, qui met les guardrails
Et après, c'est vous faites ce que vous voulez, quoi. D'où l'importance d'avoir des outils qui permettent ce niveau de contrôle pour l'équipe IT. Et enfin, j'imagine que dans la sélection de l'outil, c'est un non négociable. Ah, c'est un non négociable. Le fait que les serveurs doivent être en Europe, qu'on ait un contrôle hyper fin de ce qui est fait. Après, nous, honnêtement, on a quand même pas mal de confiance. On connaît des organisations. Par exemple, Cloud Cowork. En fait, le problème, c'est que ça peut accéder à ta machine et ça peut faire vraiment plein de trucs. Euh, Il y a des organisations qui vont mettre en place Cloud Cowork, mais qui vont vraiment monitorer de manière extrêmement précise ce qu'en est fait. Et qui sont en mode genre, la confiance n'exclut pas le contrôle. Nous, on a plutôt une approche quand même de confiance, mais du coup, il y a quand même certaines choses où on peut pas se dire, on contrôle peu ce que vous faites parce qu'on vous fait confiance, mais du coup, on peut pas donner un outil qui est aussi dangereux, qui peut vraiment changer le paramétrage de l'ordinateur, quoi. Ouais. Puis même en termes de... Enfin, on rentre peut-être dans des détails, et moi je suis pas du tout assez technique sur la sécurité et tout, mais il y a ce sujet de pouvoir faire un audit, de voir les logs, qui a fait quoi, à quel moment, etc. Et donc, sur un Cloud Cowork, d'après ce que j'ai pu lire, c'est pas trop possible. Ah, peut-être. Je sais juste qu'aujourd'hui, c'est pas trop une option pour Ouais, nous. voilà, J'avoue que je connais exactement, pas le. exactement. Alors c'est vrai que c'est un outil pratique quand même. Oui, à l'échelle individuelle, on est d'accord, tous ceux qui ont mis les mains dedans se disent c'est incroyable. Mais à l'échelle de l'entreprise, pour plein de raisons, en tout cas aujourd'hui, ça coince sur pas mal de boîtes. Ok, si on avance un petit peu maintenant sur peut-être déjà les réfractaires, les gens qui résistent un petit peu plus, comment vous adressez ces personnes-là? Mais en fait, je pense que honnêtement, nous, on n'a pas eu beaucoup de réfractaires. Peut-être un peu dans l'équipe tech, il y a eu des sceptiques, on va dire. Mais notamment parce que avant novembre, les modèles étaient honnêtement pas si ouf que ça. Je trouve que sur la partie technique, notamment quand on est Penny Lane et qu'on n'a pas on n'a pas vibe codé un projet avec trop de documents, quoi. Il y a eu un peu de scepticisme et qui aujourd'hui, depuis les modèles de novembre, quand même, c'est un peu différent. En fait, vu qu'on a une approche très bottom-up, on vous permet de tester, on vous montre comment ça peut vous changer votre quotidien, on vous montre le potentiel. Nous, il n'y a pas eu tant de réfractaires que ça. Voilà, on a 3% des gens qui l'utilisent pas aujourd'hui, quoi. Et je pense que c'est plus un problème de connaissance sur ce que ça pourrait faire, plutôt qu'une absence de volonté de l'utiliser. Donc honnêtement, nous, ça n'a pas trop été un sujet. Après aussi parce qu'on est très explicite sur le fait que notre volonté, c'est d'accompagner les gens. Nous, demain, si on utilise l'IA, c'est pour augmenter la productivité, c'est pas pour diminuer les coûts. On est dans une perspective de croissance. Enfin, on recrute beaucoup. Donc en fait, je pense qu'aussi ça rassure les gens. Je pense qu'une organisation qui est un peu plus stable, peut-être que financièrement ça va pas trop, je comprends que ça puisse faire peur de ah mais en fait on met l'IA parce que demain on veut diminuer le headcount. Je comprends que ça puisse faire vachement peur. Et on le voit, il y a certaines boîtes qui, en tout cas, utilisent le prétexte de l'IA pour diminuer la workforce, alors qu'en réalité c'est pas du tout pour ça. Mais nous on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Et ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de remontée de réfractaires ou de peur au sein de l'organisation. Oui, donner du sens, pourquoi on le fait, où c'est qu'on va avec ça, etc. Exactement. Ok. Et maintenant, si on ouvre la deuxième partie, plutôt votre rôle dans l'accompagnement de la transformation du métier d'expert comptable. Aujourd'hui, déjà, qu'est-ce que vous voyez sur ces personnes-là, ce métier-là, et comment vous accompagnez cette transformation? Alors, c'est un métier, après, je sais plus qui disait ça dans mon expert comptable, c'est un métier qui doit toujours se réinventer. Je pense que là, encore plus, et pas honnêtement, l'IA a un rôle là-dedans, mais pas que, il y a aussi la facture électronique, la réforme de la facture électronique. Quand même, aujourd'hui, le métier de comptable, il y a beaucoup de saisie. Donc, c'est récupérer les factures, s'assurer que c'est bien rentré, etc. Demain, avec la facture électronique, il n'y a plus ça parce que, by design, tout sera déjà rempli. Donc, c'est un métier qui doit se réinventer et par la réforme, plus l'intelligence artificielle, qui va automatiser aussi une partie de leur métier. Et les experts comptables, qui aujourd'hui vont faire peut-être 70% de production comptable assez classique, donc la saisie-révision, et 30% de conseils, il y a de l'audit, un peu plus compliqué que ça, mais si je schématise à l'extrême, ils réalisent bien que demain, la part du conseil va augmenter, ou doit augmenter en tout cas s'ils veulent rester ISO en revenu, parce que la part de production comptable va diminuer, parce que ça va être de plus en plus automatisé. Nous, Penny Lane, on est vraiment dans une mission gagnant-gagnant avec les experts comptables. Nous, on gagne parce que les experts comptables nous soutiennent et on essaye du coup au maximum de les soutenir. On est vraiment dans ce deal gagnant-gagnant avec eux. Et en fait, on a cette mission du coup de les accompagner dans cette transformation qui est en train de se passer. Alors, encore une fois, sur la réforme de la facture électronique, où on fait beaucoup de webinars, beaucoup de contenu, on passe beaucoup de temps avec eux parce que c'est, encore une fois, c'est un changement profond pour eux, mais aussi sur l'intelligence artificielle. Et comment on fait sur l'intelligence artificielle ?
Aujourd'hui, c'est vraiment de la formation et de montrer par l'exemple. Et par exemple, toutes les 2 semaines, cet après-midi, j'organise un rendez-vous, de l'IA avec, ça dépend entre 300 et 700 experts comptables, collaborateurs, cabinets experts comptables, qui viennent et en fait, juste, on leur montre ce que ça peut faire. Mais en fait, il y a pas mal de similarités dans notre approche avec l'IA en interne, qui est de dire, en fait, pour les accompagner, il faut déjà leur montrer ce que ça peut faire par l'exemple. Et en fait, c'est vraiment, parfois, on va prendre aussi des experts comptables qui viennent pendant ces rendez-vous IA, qui vont montrer eux ce qu'ils ont fait, comment ça a changé. Donc, c'est vraiment cette volonté de leur montrer le potentiel et potentiellement même de les accompagner avec des formations spécifiques, mais aussi des sessions où on va construire des choses avec eux, pour leur montrer le potentiel et leur permettre d'aller vers le cabinet de demain où l'intelligence artificielle aura un rôle beaucoup plus important, notamment dans la partie vente de missions supplémentaires, en plus de la production comptable. Intéressant. Et c'est en physique, ces rendez-vous? Non, C'est non, c'est des webinaires c'est des webinaires parce que le métier d'expert comptable, c'est un métier local, Ouais. c'est un métier de qui sont pas tous proximité. à Paris. Ils sont partout. Et c'est pas d'ailleurs notre équipe commerciale. Je connais pas le pourcentage à Paris, mais nous, on a une équipe commerciale qui est partout en France. Parce que c'est un métier de proximité. C'est quand on est un boucher dans une petite ville, on n'a pas, pas comme notre outil numérique qui est aux US ou à Paris. Bah, en fait, c'est notre comptable qui est à 300 mètres de chez nous. Donc du coup, oui, les webinaires sur place, 500 personnes à chaque fois, ce serait un peu compliqué. Donc du coup, ouais, c'est à distance et en fait, on fait beaucoup, beaucoup de contenu sur comment utiliser l'IA et parfois ça va être comment utiliser Claude, parfois ça va être comment utiliser Lovable, comment utiliser Notion AI potentiellement, même si peu de cabinets l'utilisent, mais quand même des cabinets le font. Et voilà, on a vraiment cette volonté de vraiment approche similaire à ce qu'on a fait, montrer par l'exemple le potentiel de l'IA pour qu'ils s'accaparent ce sujet-là et qu'ils voient qu'en fait, c'est pas si compliqué. Je pense que c'est ça qu'on essaye de dire. C'est que c'est souvent des profils moins tech-savvy que le profil qu'on a en moyenne chez Penny Lane. Et donc, du coup, notre mission, c'est vraiment de leur montrer, mais en fait, c'est accessible à tout le monde, quoi. Et genre, tous sont très bons pour savoir ce qu'ils sont capables de faire. L'IA est très bonne pour savoir ce qu'elle fait. On leur dit, bah, en fait, si demain vous avez un problème, vous allez dire à Claude ou à ChatGPT ou à Copilot, qu'importe, j'ai ce problème-là, est-ce que tu peux m'aider à résoudre? Et en fait, ils vont avoir une très bonne réponse. Donc, on leur montre ça vachement par l'exemple. On organise pas mal de choses. J'étais à Clermont-Ferrand la semaine dernière aussi pour faire, bon, alors, pour le coup, sur place avec les collaborateurs, les experts comptables locaux, à leur montrer à la session, on construit quelque chose sur le Webull, on construit quelque chose sur Claude. Euh, Ok. Donc il y a de l'acculturation en mode webinaire grand public, et ensuite il y a des sessions plus proches avec vos clients, j'imagine, où là, il y a que toi qui vas ou vous avez des formateurs dédiés? Aujourd'hui, il n'y a que moi. Ok. Aujourd'hui, je suis un peu... Parce qu'en fait, on est en train de se poser la question à quel point c'est nécessaire d'en faire une équipe dédiée, d'en Ouais. faire même potentiellement un business dédié. Potentiellement, ça peut être vraiment quelque chose qu'on facture. Aujourd'hui, c'est vraiment plutôt des formations disponibles à tout le monde, organisées par moi, et des sessions vraiment, je vais avec eux, avec des gros cabinets ou parfois des plus petits cabinets. Où vraiment, je peux passer entre 2 et 7 heures avec eux de voici ce que ça peut faire, on construit les choses ensemble, je vous montre le potentiel. Ok, intéressant. Bon, on arrive tranquillement vers la fin de cet épisode. Deux questions pour toi en ouverture. Déjà là, c'est quoi ton prochain défi dans les 12 prochains mois? En lien avec l'IA, on est d'accord? Oui. En lien avec l'IA, alors il y en a plusieurs. Je pense que aujourd'hui, on commence à être bon sur l'IA utilisée localement. Avec en gros chaque personne qui commence à comprendre qu'est-ce que ça peut apporter. Je pense que l'étape d'après, c'est évidemment l'IA au niveau d'une équipe ou même au niveau de l'organisation. Donc il y a l'équipe Growth and Automation qui travaille déjà sur ça, mais je pense que structurellement, il faut qu'on accélère, potentiellement changer les choses là-dessus. Mais c'est beaucoup plus compliqué parce que ça demande de changer un peu les process. Ça demande de changer comment on stocke la donnée, comment la donnée est accessible. C'est vraiment un sujet long terme. Mais je pense qu'on commence à être mature aujourd'hui pour aller dans cette étape-là parce que les gens commencent à réaliser que vraiment ça peut faire gagner du temps. Et pour moi, c'est un peu ça le prochain défi, c'est d'arriver à nous faire passer à la prochaine étape, d'avoir l'IA qui est vraiment une partie, pas la seule évidemment, mais qui est une partie prenante de nos systèmes, de nos workflows un peu globaux, et qu'on la retrouve présente un peu partout. Quand c'est pertinent, on ne peut pas mettre l'IA juste pour le mettre. Pour moi, c'est un peu ça le prochain défi sur l'IA chez Penny Lane. C'est toutes les boîtes avec qui je discute sont à cette étape-là, tu vois, on en discutait un peu en off. Est-ce qu'on est en avance, en retard, etc. Et vraiment, en fait, les questions qui animent tous les responsables IA avec qui j'ai parlé, c'est ça. C'est de se dire, bon, bah maintenant, quasi tout le monde l'utilise chez nous.
comment on repense nos façons de travailler. Ouais. Et ça Mais implique beaucoup de choses. c'est tellement plus complexe. Ouais. C'est vraiment, mais parce que évidemment, c'est très simple de montrer à quelqu'un que ça peut traduire mieux que ce qu'on fait, de l'utiliser. On est à quand même une étape au-dessus de ça, mais ça, c'est très simple parce qu'il n'y a pas de. En réalité, c'est juste, il n'y a pas de changement pour le coup. C'est juste un gain d'un nouvel outil qu'on nous donne, mais il n'y a pas un changement profond de notre manière de travailler. Il y a certaines équipes qui, pour le coup, on voit, qui ont déjà des manières de fonctionner différentes. On a des équipes produits, par exemple, qui ont un peu repensé leur manière de fonctionner pour utiliser vachement l'IA au quotidien, pour que ça les accompagne. Et c'est des trucs relativement simples, mais c'est juste sur Notion d'avoir une base de données de meetings, de tout mettre là-dedans, d'avoir structuré le résumé du transcript de telle sorte à identifier sur ce qui travaille actuellement, les décisions, qui envoyer directement. Et donc en fait, ils ont déjà un petit peu repensé. Donc on voit que ça arrive un petit peu dans certaines équipes, mais c'est les équipes qui sont un peu très tech-savvy, etc. Mais ça leur a demandé de s'asseoir. Déjà, un, de comprendre exactement ce que ça peut faire. Deux, ça leur a demandé de s'asseoir et de remettre en cause tout ce qu'ils faisaient avant, leur manière de fonctionner, en se disant, mais demain, comment on peut être efficace. Et ça, pour moi, la difficulté sur ce sujet-là, c'est que si c'est top-down, ça marche pas, parce que tu n'as pas l'expérience métier, tu n'as pas la connaissance métier. Il faut arriver à un niveau d'expertise IA de chaque personne pour qu'elle-même, elle comprenne, au niveau de son équipe, que si on travaille de cette manière-là, ça, forcément, ça prend plus de temps. Mais je pense qu'on commence à être assez mature pour le faire, mais clairement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que la première étape. Ouais. Mhm. Et c'est passionnant, je trouve, Non, c'est de intéressant. rentrer dans cette phase-là. Ok. Et dernière question, si là on a un responsable IA, slash même un dirigeant C-level qui se pose un peu des questions sur ok, je suis au début un peu de mon déploiement IA, par où tu lui conseillerais de démarrer? Je pense que, en fait, ce que je vais dire s'applique à n'importe quelle transformation en réalité. Je pense qu'il faut pas se dire qu'il y a une bonne manière de le faire. Je pense que c'est vraiment hyper dangereux de faire ça. Nous, on a une approche très distribuée, très bottom-up, et parce que c'est cohérent avec notre manière de fonctionner. Je ne dis pas que c'est la bonne manière. Juste, c'est la bonne manière pour nous. Et encore, on pourrait argumenter que c'est pas la meilleure manière pour nous, qu'on aurait pu faire des choses. Mais je pense que c'était une bonne manière pour nous. Il y a des organisations, c'est top-down, c'est très bien. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et il n'y a pas de c'est mieux ou c'est pas bien. C'est juste c'est la meilleure manière d'accéder à un outcome attendu. Donc, moi, le premier conseil, c'est genre ne pas s'inspirer de ce que font les autres, mais de pas le prendre comme c'est ça la bonne solution. Je pense que chaque organisation a une solution adaptée. Et je pense que pour la construire, du coup, c'est la prochaine étape, c'est ok, très bien, très théorique. Je pense qu'il y a vachement faire confiance aux gens, ou en tout cas essayer d'identifier en interne les gens qui sont un petit peu locaux, quoi, qui sont au sein des équipes, qui sont au sein des métiers, qui ne sont pas au niveau du leadership, mais qui comprennent ce que ça peut faire l'IA et de les accompagner ou de travailler avec eux pour identifier c'est quoi la bonne manière pour l'organisation. Et je pense aussi, ouais, faire confiance aux gens. Je pense que la réalité, mais c'est même pas, je le dis pas de manière un peu naïve, faut faire confiance aux gens, faut être gentil, etc. C'est juste que, en fait, on ne sait pas, et personne ne sait en réalité, à quel point ça va avoir un impact. Bah, du coup, arriver avec des idées préconçues en mode ça va être comme ça demain, c'est dangereux. Bah, faut être bon, hein, et peut-être une chance sur N de pas se tromper et d'avoir raison. Je pense que le N est assez grand. Ouais. Et du coup, je pense que c'est hyper important de donner un petit peu de moyens et faire confiance aux gens en mode nous, on veut aller dans cette direction avec l'IA. Comment vous ferez? Vous donne accès aux outils, testez et on voit. Moi, je trouve que c'est la bonne approche au global. Encore une fois, ça dépend de l'organisation, etc. Mais je pense que cette vision de genre, chaque organisation a la bonne manière de le faire, mais quand même de toujours donner un peu de visibilité, de contrôle et de confiance aux collaborateurs, je pense que c'est les deux choses les plus importantes. Mais après, ouais, passer du temps, faire de l'audit, écouter les gens. Nous, on a fait des sondages vachement de qu'est-ce que vous pensez de l'IA, comment vous l'utilisez aujourd'hui. On a vachement demandé aux gens pour aussi définir la prochaine étape et voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, quoi. Ouais, intéressant. Super. Et ben, merci beaucoup, Cyril, pour ton temps et tout ton partage. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.